Donc, on a terminé le temps d'ouverture institutionnelle. Je vais à présent demander au chef d'orchestre de la chaire, Mohamed Mosba, de venir me rejoindre pour présenter la synthèse des travaux de la chaire et dresser quelques perspectives. Puis ensuite, on donnera la parole à Louis Fontenelle, porteur de la chaire Mouve de l'UPPA. Merci Adrien. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors j'ai la lourde tâche de présenter un peu plus de 2 ans de travaux en 20 minutes. Donc il y aura sans doute parmi les étudiants et les collègues des déçus. C'est un travail, il faut le dire, collectif, donc je le présente, mais c'est un travail d'autres personnes, Carmel, Pierre Melchior, Guillaume Ferré, François Ribé et d'autres. Donc en fait, j'ai fait un choix de présenter des sujets, on va dire, plus faciles à présenter, sachant que tout à l'heure, entre midi et 2, il va y avoir des démonstrations. Et cet après-midi, il y a le workshop qui est organisé avec l'Université de La Rochelle et l'Université du Poitiers. Alors là, voici un peu le contenu de la présentation. Donc la mobilité, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un défi qui concerne tout le monde, aussi bien la société que les chercheurs, que les entreprises, que les collectivités. On va repositionner dans ce contexte l'ambition de la chaire, se recentrer un petit peu sur les apports des académiques. Et on n'a pas non plus des solutions miracles, mais on a le devoir de réfléchir sur ces questions-là, de s'intéresser au moins aux nouvelles mobilités et de voir comment on peut aider, au moins sur le plan de la modélisation et de la préparation de ce qui va arriver. Ça, c'est une contribution des académiques. Les perspectives. Et puis, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces questions-là, et je sais que c'est une volonté de l'ensemble des acteurs quand on parle de mobilité, il y a toujours une demande forte de travailler en interdisciplinaire, parce que la mobilité, ce n'est pas uniquement des questions techniques, technologiques, c'est aussi, il y a aussi des aspects sciences humaines et sociales, juridiques, économiques, et donc le continuum avec l'ensemble de ces thématiques est une volonté que nous affichons clairement dans le cadre de ce projet. Et d'ailleurs, on en parlera à la fin. Donc c'est pas uniquement une rédaction de dossier, c'est vraiment concrètement, on met ça en place. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une expertise forte au sein de cet établissement, mais aussi une expertise régionale, puisque aussi bien avec nos collègues du Nord, des Limoges et Poitiers, on préparera cet après-midi, en tout cas on fera un écho de résultats techniques, qu'avec nos collègues de l'Université de Pau qui ont des expertises plutôt sur les aspects juridiques, sciences humaines et sociales. Donc c'est un projet aussi qui va avoir une coloration régionale, et le but c'est vraiment d'avoir une visibilité nationale et internationale sur ces questions de mobilité. Alors on va prendre un peu de recul. Ça a été signalé ce matin, il ne passe pas un jour, ou en tout cas un soir, sans parler de mobilité. Alors j'ai choisi de vous parler d'un sujet provoquant pour commencer, le point du 5 novembre, donc il ne faut pas aller très loin, hein, il suffit de prendre la presse du mois, de ce mois-ci, le 5 novembre, je ne sais pas si vous l'avez vu, à la une du point, faut-il quitter Bordeaux? Et parmi les raisons, c'est le problème, comme a été signalé par M. Corrier, d'encombrement, de circulation. Faut-il quitter Bordeaux? C'était une question, cette ville qui est toujours la ville la plus attractive, un vrai problème, qui est le problème de mobilité. Donc ça c'est
c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, la mobilité douce ne suffit pas juste de mettre des vélos à disposition, d'encourager la prise de vélos pour résoudre le problème, parce que dans la tribune du 5 octobre, il y a beaucoup je pense que vous en faites probablement partie, d'automobilistes qui se plaignent de vélos. C'est un vrai problème. Il y a trop de vélos actuellement, et surtout dans le nouveau schéma de mobilité de la métropole. Donc c'est un sujet, quel que soit le côté par lequel on le prend, on tombe dans ça évoque forcément des sujets et des débats de discussion. En fait, ce qu'on propose de faire, c'est comment passer d'un schéma de transport à une logique de mobilité, comment changer ce paradigme-là, quand on voit qu'effectivement on arrive à saturation. Alors il y a sans doute plusieurs raisons. Peut-être la question qu'on doit se poser, c'est comment changer, ou en tout cas comment participer au changement de ce paradigme. Donc j'ai beaucoup de questions, et pas forcément des réponses à tout. C'est quelles sont les causes de cette congestion, et y a-t-il des solutions, au moins sur le plan de la modélisation, en prenant des hypothèses, en affaiblissant, et puis quel est l'état des connaissances, quel est l'état de l'art sur ces questions-là. Comment optimiser, ou en tout cas comment adapter l'offre et la demande. Alors effectivement, les causes de la circulation, en tout cas de l'encombrement, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et souvent les solutions qui ne sont plus d'actualité, c'est de modifier l'infrastructure. Je pense qu'aujourd'hui il y a une unanimité pour dire qu'on ne va pas agrandir les rocades, on ne va pas en construire d'autres, on ne va pas modifier, on ne va pas agir sur ces infrastructures, c'est un coût important, c'est pas très accepté, donc c'est toujours pas suffisant. La rocade est passée de 2 voies à 3 voies, si vous vous souvenez, mais c'est toujours aussi encombré. Comment agir sur la régulation? Je pense que Louis de Fontenelle sans doute parlera tout à l'heure de la régulation. Bien, quand on fait une décision, quand on décide de mettre en place une régulation, comment la mettre en place de manière efficace et optimale. Quelles sont les solutions techniques à court terme, à moyen terme, et surtout, y en a-t-il à long terme? Et donc toutes ces questions peuvent se résumer dans une question qui a été d'ailleurs évoquée ce matin, c'est la mobilité peut-elle être en tout temps, en temps de crise ou pas, pertinente, plus adaptée, plus agile, plus soutenable, plus individuelle, plus optimale, plus efficace. Donc ces questions, évidemment, on va les évoquer en essayant de voir si on peut, s'il y a des modèles qui permettent de montrer qu'il y a des solutions, quelles sont les connaissances, ou en tout cas quel est l'état de l'art, et puis c'est aussi un peu l'ADN des chercheurs, des académiques, de réfléchir sur ces questions. Donc l'ambition de la chaire, c'est de mettre en place un centre d'expertise, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une approche qui ne prend pas des solutions de cas particuliers. C'est une approche systémique, générique, qui peut s'adapter à plusieurs situations et à plusieurs cas d'usage. C'est d'être moteur à la fois dans cette recherche, dans ces innovations, et de voir comment appliquer les technologies de l'information, comme ça a été dit ce matin, aux nouvelles mobilités. Alors évidemment, tout cela doit se faire en essayant d'aller jusqu'à l'interface, en tout cas à la collaboration avec d'autres thématiques qui ont aussi un regard souvent plus juridique, sciences humaines, sociales et économie. Et puis un autre volet de cette chaire, c'est aussi de disséminer les connaissances vers les formations, comme ça a été évoqué ce matin. C'est un axe de cette chaire, participer à la formation, avoir une culture de nouveaux ingénieurs et diplômés sur ces questions-là, qui ouvrent, comme ça a été évoqué par
le directeur Pierre Fabry, des perspectives d'embauche, mais qui permettent aussi de préparer sans doute les citoyens de demain à ces questions-là. Il y a aussi un autre volet plutôt sociétal, qui est que si on évoque ces sujets et si on montre une visibilité, eh bien ça permet de diffuser une culture sur ces questions-là pour les nouvelles générations. Et puis disséminer également ou faire du transfert de ces technologies vers les entreprises et vers l'écosystème. Donc en fait, quand on parle de système de transport intelligent ou système de transport connecté, on parle de l'application de technologies de l'information au système de transport et à la mobilité, avec les objectifs suivants. C'est d'optimiser les services de mobilité de bout en bout. D'améliorer, alors ça a été dit, je l'ai souligné parce que je vais l'évoquer, la sécurité et la sûreté, c'est une vraie problématique, c'est une question importante. De réduire la consommation d'énergie et les émissions de polluants. Et sur ces questions-là, il ne suffit pas juste de réfléchir énergie. Alors évidemment, l'énergie, c'est un vrai problème, c'est aussi pour nous les chercheurs en TIC de réfléchir aussi sur une autre façon de développer des logiciels adaptés notamment à ces domaines-là qui tiennent compte de la consommation d'énergie. Donc même d'un point de vue algorithmique, implémentation d'un point de vue matériel, il faut qu'on aborde ces sujets et qu'on réfléchisse sur ces questions. D'offrir de nouveaux services aux usagers, aux gestionnaires, plus généralement d'augmenter la qualité de vie dans les villes. Et la mobilité ne concerne pas uniquement les villes encombrées, ça peut concerner aussi les villes ou les endroits qui sont de plus en plus désertiques. Donc c'est un sujet qui peut concerner beaucoup de villes avec des configurations différentes. Et sur ces questions-là, il faut savoir qu'il y a des enjeux technologiques importants. On parle de la 5G et avec tous les débats que cela engendre. Maîtriser ces technologies, c'est aussi important que de réfléchir sur les questions de mobilité. Et évidemment, ce sont des questions stratégiques majeures. Donc je rappelle juste le modèle de cette chaire que porte la Fondation Bordeaux Université. C'est une alliance entre académiques, industriels et collectivités dans une logique de co-construction de projets. Ce n'est pas uniquement un projet purement académique ou purement industriel, c'est un projet co-construit avec des objectifs de développer des recherches avec une volonté d'avoir des applications, donc d'aller depuis les travaux de recherche jusqu'à des applications. Et dans le cadre de cette chaire, on envisage beaucoup de mise en œuvre, d'applications, voire des expérimentations. Je pense qu'on a l'ambition de transformer ces travaux en des vraies expérimentations. Alors pour l'instant, ce que vous allez voir dans l'espace ingénieur, ce sont des expérimentations en labo, alors des simulations, des mini-expérimentations, et nous avons l'objectif de mettre en place des vraies expérimentations dans le cadre de ce qu'on appelle Smart Campus. Alors c'est dans le cadre du projet ACT, et comme ça a été évoqué par Michael, on a un projet de mise en œuvre de trottinettes électriques connectées sur le campus. Donc il y a 2 ans, voilà la photo, toutes ces personnes sont quasiment toutes là, c'était en octobre 2019. On a lancé cette chaire, alors il y a la crise qui est passée par là, et malgré ça on a réussi tout de même à garder le cap et à avancer sur l'ensemble des objectifs qui, de mon point de vue, sont atteints, voire dépassés. Alors évidemment, ça nous ouvre ça nous donne beaucoup de travail. Je pense que c'est important pour nous. Et dans les objectifs qui ont été fixés, si vous vous souvenez, il y a 2 ans, donc j'ai repris ce slide, c'est de travailler sur 3 objectifs. D'abord, la création d'une équipe académique qui permet la mise en place d'offres de formation et de travaux de recherche.
Donc ça, c'est le premier objectif qui a été atteint, puisqu'on a aujourd'hui une équipe, des doctorants qui sont par là, des étudiants en master qui travaillent sur ces questions de nouvelles mobilités ou de mobilité connectée et autonome. On a également un objectif de développer des projets beaucoup plus importants, notamment en allant chercher des financements européens. Donc même si dans la présentation je vais me concentrer sur la partie chaire, il faut savoir que depuis on a eu un projet européen qui est le projet INDID et qui permet de financer également pas mal d'activités sur les transports intelligents et de mobilité, donc auxquels participent d'ailleurs d'autres partenaires comme l'Université Gustave Eiffel et NeoGLS et Geosat. Donc c'est un projet INDID, c'est Infrastructure Digitale de Demain. C'est un projet qui consiste à réfléchir sur les infrastructures destinées au transport intelligent et qui sont en cours d'ailleurs de déploiement avec des mises en œuvre et des sites pilotes. On a également le projet Région qui sera présenté cet après-midi. Et puis d'autres projets, un projet européen, le projet Hermès, même si la thématique c'est sur la 6G. Donc là aussi il y a des résultats importants et encourageants de projets qui se mettent en place. Et enfin, le dernier, c'est la création d'un environnement qui est favorable au transfert. Et dans cet objectif, on a développé pas mal de cas d'usage que je vais rappeler en suivant. Donc là, c'est un panorama de réalisation avec des focus sur des cas particuliers. Il faut savoir que derrière ces cas particuliers, il y a des publications, des travaux de thèse et des contributions en recherche qui sont validées par dans le cadre de communautés internationales qui travaillent sur ces questions. Donc j'ai essayé de résumer le tout sur un slide sur l'ensemble des actions qui sont réalisées. Alors on a défini 4 axes, l'axe formation, l'axe recherche, l'axe transfert et l'axe transverse. Donc dans l'axe formation, on a mis en place 4 enseignements, 4 cours, ce qui fait un volume de l'ordre de 200 heures, sur des enseignements qui sont liés au transport intelligent et la mobilité. Et en fait, l'objectif, c'est de rajouter une culture à nos diplômés, à nos élèves ingénieurs sur ces questions-là, ce qui leur permet d'abord d'avoir des opportunités dans ce domaine, mais aussi de permettre à la filière qui a besoin d'embaucher des ingénieurs, d'avoir cette possibilité d'attirer des collaborateurs qui sont déjà formés. Et puis, il y a peut-être un autre objectif, c'est que cela permet de faciliter l'embauche de nos élèves ingénieurs et nos masters vers les PME, puisque l'ensemble, beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là sont plutôt des petites et moyennes entreprises. Donc il y a aussi un effet de bord, c'est d'envoyer nos étudiants vers les petites et moyennes entreprises. L'axe recherche, alors d'abord il y a un adossement au laboratoire qui pour l'instant concerne le Labri et l'IMS, le laboratoire de site. Donc au Labri avec la nouvelle organisation que pilote Xavier Blanc, il y a maintenant une équipe qui s'appelle DART avec explicitement la thématique transport intelligent et mobilité. Il y a également des activités de l'équipe Progress et puis à l'IMS il y a une équipe, ou en tout cas un groupement un groupe qui travaille sur les ETS. Alors au niveau de la recherche, donc, il y a 2 thèses qui sont directement financées ou cofinancées par la chaire et puis 4 thèses qui sont financées sur d'autres projets et qui travaillent sur ces sujets. Il y a 8 stages en labo qui ont été financés. Et pour compléter ce qui a été dit ce matin, la chaire a permis également de financer des stages en période de crise, où il y a eu des difficultés à trouver des stages pour nos étudiants, surtout en 2e année.
Donc là, c'est aussi dans l'esprit de la chaire de soutenir les étudiants avec des financements de stages, notamment en 2021. Alors concernant la partie transfert, donc il y a progressivement une mise en place d'une plateforme donc, qui va depuis les labos jusqu'à des mises en œuvre concrètes sur le campus. Donc on a commencé à développer alors je vous montrerai tout à l'heure et vous allez les voir dans l'espace ingénieur, des mini-véhicules, des robots, pas mal de matériel IoT qui permettent de faire des premières expérimentations. Et donc l'objectif c'est d'aller jusqu'à faire des mises en œuvre réelles sur le campus avec des OBU, des RSU. Ce sont les nouvelles technologies qui sont en train d'ailleurs d'être déployées et qui vont permettre aux véhicules d'être connectés. Ce sont des standards et on a déjà ce matériel dans le Fab Lab. On participe également à pas mal d'actions de transfert, notamment via les clusters Topos, SmartKD. On participe au projet, activement d'ailleurs au projet Ferrocampus, puisqu'on a été sollicité dans les divers ateliers, et puis de structurer même l'activité recherche de Ferrocampus. Et puis les autres projets, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les projets européens Indeed et le projet Région BIS 5G. Il y a d'autres projets qui sont acceptés, le projet ZHNS qui consiste à mettre en place, à déployer quelques technologies sur l'A63 en vue de faire des tests et des expérimentations, notamment des technologies de connectivité. Et puis le projet Stark, je vais en parler tout à l'heure, qui consiste à sécuriser les passages à niveau en utilisant les nouvelles technologies de communication et de l'information. Alors ça répond en partie à une question qu'on se pose souvent, c'est comment sécuriser au maximum les transports. Donc nous on réfléchit sur l'apport du numérique pour davantage améliorer la sûreté et surtout la sécurité de ces systèmes. Et enfin, l'axe transverse, c'est plutôt l'organisation d'événements, à la fois des événements locaux, mais aussi, on fait venir aussi des conférences de l'extérieur pour donner une visibilité et faire du lobbying au niveau national et international sur ces questions. Donc on a organisé 4 conférences, workshops, une école internationale et un hackathon qui ont été soutenus par la chaire ou organisés ou co-organisés par les membres de la chaire. Donc voici la liste. Alors ce sont des conférences très variées avec des thématiques qui sont proches des activités de la chaire. Alors si je prends l'exemple de la conférence IAM, c'est près de 200 personnes. C'est une conférence vraiment de premier plan sur les aspects réseau, mais avec des applications fortes au transport et au transport connecté. Alors au niveau alors évidemment, la chaire, la mobilité, c'est très vaste. Je pense que pour être efficace, il faut fixer des thématiques sur lesquelles on peut être pertinent. Donc on a fixé je vais les afficher, deux pôles qui sont, pour lesquels nous on a des compétences. C'est dans la stratégie également des partenaires et pour lesquels on peut avoir une contribution importante. Donc d'abord, les thématiques autour de ce qu'on appelle système. Donc ça concerne la partie matérielle et la partie protocolaire et algorithmique. Les capteurs, les radars, les lidars. J'en parlerai tout à l'heure. Les lidars sont des objets qui permettent de voir en 3 dimensions et qui permettent un peu de faire des images qui sont beaucoup plus pertinentes que les caméras, puisqu'on peut regarder dans les 3 dimensions. Et puis on peut également affiner les images qui sont vues. On peut distinguer un piéton on peut faire une distinction sur les images qui sont analysées.
Les aspects intégrité, sûreté, sécurité, donc tout ça est mis dans ce texte-là. Et puis le deuxième, ça a été dit tout à l'heure, il y a la mobilité produit beaucoup de données. Le data, c'est un vrai sujet. Et donc là, c'est une question importante. Comment connecter la data, fusionner, analyser. Donc toutes ces questions font appel à des techniques qui sont spécifiques de traitement, d'analyse, de machine learning et d'autres algorithmes qui peuvent être fins pour essayer d'extraire des informations pertinentes et proposer des stratégies qui sont optimales. Et enfin, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vocation, c'est d'avoir des recherches finalisées, en tout cas finalisées dans un premier temps. Donc tout cela passe par quelques cas d'études. Le platonning a été évoqué tout à l'heure par Xavier Blanc, la plateforme expérimentale, le projet Ferrocampus, les trottinettes électriques connectées dont on a parlé. Et puis, je vais dans la suite détailler un exemple sur la sécurisation de... Alors pour nous, c'est la même chose. Les techniques sont les mêmes, la sécurisation d'un rond-point ou d'un passage à niveau. Alors si on rentre un peu plus dans le détail sans forcément être trop technique, les travaux de la chaire en fait sont basés sur ce schéma-là, où on essaie un petit peu de maîtriser la chaîne technique ou technologique depuis la captation de la donnée jusqu'à la décision. Et donc si on regarde un petit peu ce schéma, donc toujours dans le domaine de la mobilité et des transports, donc le but c'est vraiment d'avoir une expertise continue sur l'ensemble de ces thématiques, depuis la captation de données, donc par les capteurs, par les radars, les lidars, les caméras, et jusqu'à la décision, en passant évidemment par la transmission de l'information, la partie communication. Donc les thématiques de la chaire, c'est de la captation de données jusqu'à la décision. Alors je vais commencer peut-être par un exemple et ensuite du cas particulier, je vais essayer d'aller jusqu'à la problématique recherche et comment tout cela s'articule. Donc si on commence par le premier sujet sur lequel on a quelques résultats, donc des résultats aussi bien de simulation que je vais vous présenter que des résultats aussi de publication. La sûreté de rond-point, ça a été dit ce matin. Eh bien, c'est un vrai sujet. Donc, si on prend cet exemple, donc le but, c'est comment améliorer la sûreté. Alors, au-delà, évidemment, de ce qui se met en place, eh bien, pour améliorer la sûreté, en tout cas pour avoir une perception augmentée aussi bien de la part des usagers que de la part de l'infrastructure elle-même, bien, on met en place toute une méthodologie qui permet intuitivement d'avoir l'ensemble des sources d'informations, de les traiter et de donner une information pertinente, le tout en temps réel et une fiabilité importante pour ne pas se tromper. Donc ce sont des défis qui ne sont pas forcément très faciles à manipuler. En tout cas, c'est l'objectif. Et le but, c'est d'améliorer la vision pour éviter les accidents. Ça, c'est un petit peu le sujet qu'on avait abordé, qu'on avait commencé à regarder il y a quelques temps. Donc, je vais prendre un exemple. Hein. Je pense que je vais le dérouler sur un exemple. Alors, si vous vous souvenez des passages à niveau, et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là ce qui nous a permis en fait, de préparer le projet STAR. Le passage à niveau, là aussi, je reviens à la presse, il ne faut pas aller très loin. Le 26 juillet 2021, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, mais un homme a été heurté mortellement sur un passage à niveau au niveau du Mérignac, passage à niveau 4. Donc les passages à niveau, c'est des vrais casse-têtes hein, pour la SNCF. Un accident sur deux est mortel, donc même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est très grave comme accident. Et puis les solutions ne sont pas faciles. Le fait de tout modifier ou de faire des tunnels ou de passer au-dessus, c'est souvent compliqué. Donc comment sécuriser les passages à niveau avec un coût raisonnable, en tout cas un coût quasiment
très bas par rapport à une vraie mise en œuvre du génie civil. Donc même si c'est un exemple sur le croisement des passages à niveau, il s'applique à d'autres cas, comme le tramway par exemple. Alors c'est même plus simple, mais on a pris le cas le plus compliqué. Donc avec ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de simuler, donc, de faire des simulations à l'aide de logiciels académiques qu'on utilise souvent, qui sont Omnet, Vince, Sumo, et puis des logiciels de visualisation virtuelle qui sont Unity. Donc ce sont des logiciels qui permettent de faire de la simulation, de communication ITS, d'échange d'informations. Et puis on a utilisé OpenStreetMap qui permet un peu d'avoir des cartographies. Donc on a jusqu'à 2 scénarios fonctionnants. On a fait 2 scénarios, donc c'est fait par des stagiaires, Maïssa, Labdo et Mehdi qui sont là-bas. Donc le but c'est en fait on a fait 2 scénarios. Le premier c'est de simuler de rejouer l'accident tout simplement. Bon, malheureusement on ne peut pas refaire vivre la personne, mais en tout cas on rejoue l'accident. Et le deuxième c'est qu'est-ce qu'il faut mettre, en tout cas comment on peut éviter cet accident-là. En rajoutant, alors je vous donne quelques pistes, après je pose des questions. C'est de mettre juste un LIDAR, c'est vraiment un objectif pas très coûteux, et 2 OBU qui sont les antennes qui vont arriver, qui se mettent en place. C'est un peu comme les antennes cellulaires, mais qui vont être destinées à la mobilité connectée. C'est des standards, il y a des sites pilotes. Et je pense que dans les années à venir, dans les 3, 4, 5 années à venir, on va avoir ces OBU. Ou alors, on peut passer par le cellulaire. Mais on a préféré passer par les OBU. Et donc, alors je vais vous montrer. Alors ça va aller vite, hein, essayez de suivre. Donc, je vous laisse un petit peu regarder avec la musique. Donc, le premier scénario, c'est la simulation de l'accident. Donc là, on a refait, alors c'est une vraie simulation, hein, c'est pas une animation. Donc là, c'est des échanges, on visualise également les échanges d'informations. Alors on suppose évidemment que les véhicules sont connectés, ce qui se fait aussi, ce qui va se mettre en place. Alors c'est technique, hein, donc c'est des envois de messages, il y a des messages d'alerte qui sont envoyés. Il y a l'accident, ça c'est fait avec un outil de simulation. Donc on voit que en fait, c'est le point rouge qui est la personne qui a été tuée. Donc là, on refait avec Unity. Donc c'est pas de l'animation, là c'est... C'est pas un vrai jeu vidéo, c'était un vrai accident. Donc on a rejoué l'accident et la simulation avec Unity, c'est une vraie simulation. Donc là, on prend le deuxième cas. Si maintenant on met juste un LIDAR et deux OBU, en fait l'idée c'est d'essayer un peu de l'anticiper puisqu'il y a des monitoring du passage à niveau. Et donc derrière ça, il y a un algorithme précis, il y a une analyse d'image, l'intelligence artificielle, de l'envoi de messages, il y a pas mal de communication. Donc en fait l'idée c'est, on démontre, en tout cas sur ce cas particulier, qu'uniquement avec des antennes, on peut sauver cette personne. Donc là on voit ce qui est en jaune, c'est le train, donc c'est un outil de simulation. Et qui a l'information suffisamment tôt, évidemment, pour s'arrêter. Donc le train lui-même s'arrête. Donc pour l'instant, on envoie juste l'information, mais on peut imaginer qu'à terme, c'est vraiment le train lui-même qui reçoit ces informations et qui s'arrête automatiquement. Déjà fait, le chauffeur le sait, c'est déjà pas mal. Donc là, c'est des envois d'informations. Et on démontre que par l'envoi d'un message, d'un DENM, donc c'est des messages qui sont des standards, ce sont des choses qui sont déjà connues dans le domaine des transports intelligents, on arrive à éviter cet accident. Et donc le piéton, en tout cas cet homme qui a été tué, aurait pu
être évité puisque le train, donc cette simulation Equality, il s'arrête à distance. Alors il y a pas mal évidemment d'hypothèses, on suppose que le train est connecté et que les communications. Donc ça c'est un premier exemple. Alors un deuxième exemple, cette fois-ci on n'a pas pris de la sûreté, mais alors si vous regardez cette carte, c'est le rond-point qui se trouve juste à côté, c'est à côté de l'ENSC, le rond-point du... Vous voyez, je pense que... qui est traversé par le tram. D'ailleurs, il y a pas mal d'accidents, mais comme Keolis est avec nous, je ne peux pas parler d'accidents, c'est mauvais. Mais je vais parler d'un autre sujet. C'est comment prioriser certains véhicules qui, là aussi c'est dans le cadre d'un stage, comment prioriser certains véhicules comme la police ou les pompiers sans forcément passer, alors il faut passer par les feux évidemment, mais comment prioriser leur passage et les faire passer devant le train, parce que certains cas peuvent être des cas urgents où il faut laisser passer le véhicule de pompiers ou de police avant le tram. Et donc là, en fait, l'idée c'est de rajouter un OBU, une antenne au milieu, qui permet un peu d'avoir ces informations. En fait, la stratégie c'est de recevoir des informations et d'émettre ces informations. Donc ce sont des technologies là aussi qui sont des standards et qui sont utilisées dans le domaine du système de transport intelligent. Alors là, comme on a un peu de temps, je vais essayer de... Oui. Donc on a refait, c'est un peu les mêmes outils en utilisant la simulation. On arrive à démontrer que si on a le tram là, c'est en vert. Si on a un véhicule de police alors, qui est en bleu, qui est prioritaire, via des échanges d'informations, le train s'arrête, le véhicule de police passe avant. Donc ceci se fait dans n'importe quelle situation, y compris s'il n'y a pas de visibilité. C'est ça qui est important. Et donc ça passe avant donc ça fait le rond-point. Et une fois c'est passé, eh bien le train qui est en vert normalement repart, donc on reçoit les informations. Donc en fait derrière tout ça, il y a pas mal d'échanges d'informations via l'antenne ITS qui se trouve au milieu. Et donc la circulation reprend. Et par ailleurs, ce qu'on peut faire davantage dans ces situations-là, c'est qu'on peut également diffuser les informations, y compris aux automobilistes qui se trouvent à proximité ou un peu plus loin, puisque en discutant avec Keolis, l'une des difficultés, c'est que quand il y a un accident, ça met le bazar dans la circulation. Et donc on peut informer dès qu'il y a un événement via des messages qu'on appelle DENM, ce sont des messages d'alerte. On peut diffuser ces informations très rapidement. Et donc dans cet exemple, le tram repart. Donc en fait, bon, ce sont deux exemples et qu'on peut dire oui, ça marche pour ces cas-là. Qu'est-ce qu'il y a comme comment peut-on capitaliser sur ça et est-ce que ça peut marcher dans n'importe quel cas et est-ce que c'est générique? En fait, c'est un petit peu ce qu'on fait en recherche, c'est que on a des simulations, en tout cas dans le cadre de cette chaire, on a choisi la stratégie suivante, c'est qu'on met en place des simulations, des mini-expérimentations, on valide un peu nos idées. Donc d'une part, ça permet aussi de valider des travaux de recherche et de contribuer à la connaissance, ou en tout cas aux connaissances, et d'avoir évidemment via des doctorants, des publications, des thèses. Et les liens entre les deux, c'est qu'on ne va pas redécouvrir non plus ce qui a été fait dans d'autres, peut-être dans d'autres régions, d'autres pays. Donc la recherche nous permet d'être sur l'état de l'art, voire au-dessus. Donc ça, d'une part. D'autre part, les simulations, en tout cas dans ce domaine-là, et les expérimentations permettent d'aller vers des expérimentations réelles et des vraies mises en œuvre, que ce soit dans le cadre d'expérimentation ITS, comme a été dit tout à l'heure par Gérard Blanchard, ou dans le cadre de Ferrocampus, dans le cadre de micromobilité,
Donc ça permet de préparer également des expérimentations et par ailleurs les expérimentations nous permettent aussi de bénéficier de ce qu'on appelle le jumeau numérique, donc d'avoir un retour d'expérience, d'améliorer nos simulations et donc d'améliorer également nos validations. Mais comme ça a été dit ce matin, ce qui est très important, c'est qu'on a besoin de data, on a besoin de données hein, à tous ces niveaux, puisque l'ensemble, en tout cas beaucoup de nos travaux sont basés sur les données, manipulent les données, et c'est vrai que c'est important de bénéficier de ces données. Alors ce qu'on fait dans notre recherche, c'est qu'on utilise soit de l'open data, comme je vous parlerai tout à l'heure, soit des datasets, enfin des données qui sont disponibles et qui permettent un peu de valider nos travaux. Donc, si on revient maintenant, si on essaie un petit peu à partir de ces cas-là, de prendre un peu de hauteur et d'aller vers la partie, on va dire, vers les aspects recherche, il y a dans ce cadre-là, on a mis en place en fait une architecture qui permet de montrer que si on met en place ces nouvelles technologies, on augmente la perception, on augmente la vision et on diminue les accidents. Et donc pour démontrer tout cela, donc dans le cadre de deux thèses, on a des résultats qui sont d'ailleurs publiés, que si on met en place une architecture adaptée, comme ce que je vous ai montré, qui n'est pas très coûteuse d'ailleurs, et via des services nouveaux, et avec des algorithmes issus souvent de l'intelligence artificielle, principalement pour détecter les objets, on démontre que 80% d'accidents peuvent être évités. Donc ça, c'est un résultat général, c'est un exemple de résultats qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Et donc c'est une publication qui a été acceptée cette année. Et on va même au-delà, on est actuellement en train de travailler sur l'optimisation de la perception par des algorithmes encore plus fins qui sont basés sur l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning, et les systèmes multi-agents. Donc il va y avoir une présentation tout à l'heure de cette partie un peu plus technique et plus avancée. Donc le tout pour se dire, c'est qu'on met en place des algorithmes efficaces, pertinents, qui permettent de répondre à ces questions, de sûreté et de sécurité. Alors je vais prendre un deuxième exemple, là aussi sur la ville de Bordeaux. Cette fois-ci de tentative d'optimisation de la circulation. Ce qu'on est en train de regarder, c'est comment mettre en place comment s'appuyer sur le numérique pour améliorer la circulation de manière à la fois locale et globale. L'optimisation globale ne fonctionne pas tout le temps parce que si on regarde les exemples de ce qui est proposé, quand on optimise globalement et qu'on donne l'information aux usagers, ils vont tous suivre la même solution. Et donc en transforme un problème en un autre. Donc ce qu'on est en train de regarder, c'est comment mettre en place une architecture efficace qui permet de répondre aux usagers. En fait, on est parti de l'open data de la ville de Bordeaux, où il y a des compteurs de nombre de véhicules, donc ce qui est marqué en bleu, des endroits où on compte le nombre de véhicules et qui sont stockés, et donc on avait accès à ces données. Alors on a mis nous on a positionné des RSU dessus, donc Roadside Unit, c'est un peu les antennes, en tout cas les futures antennes de la ville de Bordeaux. Et on s'est posé la question suivante, c'est comment déployer des calculs à proximité pour répondre aux questions d'usagers, aux différentes questions qui peuvent être diverses et variées. Quel est le chemin le plus court, comment sortir des bouchons, quelles sont les recommandations, comment optimiser, plein de choses. Donc en fait, plutôt que de répondre à une question, on met en place une infrastructure qui permet de répondre à l'ensemble des questions.
Et en fait, ce qui est en rouge, c'est un peu les calculateurs locaux à mettre en place qui permettent à l'ensemble des usagers de bénéficier de ces services, ce qu'on appelle l'accès multiple. Donc le but, c'est d'avoir une méthode d'optimisation qui permet de répondre au mieux aux questions d'usagers. Et les paramètres optimisés pour les usagers, c'est la latence, donc en fait c'est la rapidité de la réponse à la question, le débit, le coût, l'équilibrage, les sources d'énergie. On a évoqué également les sources d'énergie de ces calculateurs, qu'on appelle Edge en anglais. Et donc le résultat, c'est qu'on a mis en place une méthode qui permet de fournir une solution d'optimisation qui est meilleure que l'existant dans l'état de l'art et qui répond au questionnement d'usagers. Donc ça, c'est le détail. Alors, c'est peut-être un peu trop rapide. C'est dans un poster et ça sera présenté dans le workshop. Donc, les applications de cette solution, c'est d'optimiser la circulation. Si l'usager a l'information, une information pertinente, eh bien, il ne veut pas rester dans les bouchons. Donc, s'il a l'information à la fois la plus récente, locale et globale, eh bien, il peut tout simplement avoir la réponse pour sortir d'une congestion. Donc, maintenant, si on continue, les axes de recherche de la chaire, donc là, c'est quelques exemples. On a défini les axes suivants. D'abord, les données, les données cloud, en tout cas les architectures Edge Cloud pour avoir une donnée optimale, efficace. Donc, c'est l'une des thèses dont je vous ai présenté quelques résultats. On s'intéresse également aux problématiques de sûreté et même de cybersécurité. C'est un vrai sujet. À partir du moment où les transports, en tout cas les systèmes de transport, sont ouverts au réseau, leur surface d'attaque augmente, donc ils deviennent cibles d'attaque. Et là, on bénéficie du lancement d'une autre chaire, la chaire cyber-résilience, qui est lancée également à l'école et avec laquelle il va y avoir une synergie sur ces questions. Le deuxième sujet, c'est autour de tout ce qu'on appelle perception, amélioration de la conduite, planification. Donc les travaux sont menés principalement à l'IMS autour d'un Open Lab avec Peugeot PSA, donc autour de la planification et de l'algorithmique. Alors je vais essayer d'accélérer. Il m'a dit que j'ai beaucoup de temps, mais finalement, tu avais beaucoup de temps. Ah, vous avez le temps à défiler. Ah bon, ok. Non, si possible, en 2 minutes, on va dire, pour conclure, oui. Avant qu'on appelle le micro. Je suis sur la fin. Alors, il y a un volet également sur les aspects communication, protocole et algorithmique. Je pense que c'est là où on a vraiment des forces de frappe sur ces questions, avec peut-être deux résultats. Alors, je pense qu'ils seront présentés cet après-midi. D'une part, l'hybridation des technologies, et d'autre part, on participe même à la mise, à l'implémentation de standards qui ne sont pas encore implémentés et pour lesquels on fournit les premières implémentations. Alors sur les aspects, peut-être je vais terminer par vous montrer quelques exemples ou quelques cas d'usage sur lesquels on travaille. D'abord, on participe au projet Air Balloon que l'école met en place. En fait, là, c'est la mise en place d'un ballon stratosphérique. Alors d'abord, c'est un projet de l'école. Je pense que c'est exposé dans l'espace ingénieur. Et l'avantage, c'est que c'est fabriqué entièrement de A à Z à l'école. On a des applications potentielles à la mobilité, pour l'instant on n'a pas trop exploré, mais typiquement l'utilisation d'autres technologies, en tout cas l'exploration de l'utilisation de l'espace pour améliorer la mobilité est un sujet qui peut être pertinent. L'expérimentation de communication de mini-véhicules, notamment pour réaliser le platooning, les robots mobiles,
ça va être exposé dans l'espace ingénieur. Alors, pour terminer, voici un peu l'action de l'ensemble de cette chaire. On est en 2022, donc ce qui est en rouge, c'est ce qui est réalisé. On voit que tout est réalisé, et ce qui reste à faire, c'est ce qui est en jaune. Le budget de la chaire est autour de 300 000 €, avec évidemment d'autres financements sur le projet qui arrivent. Et c'est assez varié. Donc, il y a des thèses, des stages, de la formation, de l'organisation d'événements. Alors, pour terminer sur les perspectives, d'abord on va continuer dans cette direction avec les sujets qui nous sont amenés par les nouveaux partenaires, notamment la mise en place de l'expérimentation sur les trottinettes, qui nous amène en fait, même d'un point de vue scientifique et technique, un nouveau sujet. C'est comment utiliser des algorithmes qui sont consommateurs de ressources, comme l'intelligence artificielle, sur des systèmes qui ont des ressources limitées. Et donc la balance entre des informations dans un environnement critique, entre la fiabilité des résultats et les capacités du calcul est un vrai défi, un vrai sujet sur lequel on va sans doute avoir beaucoup de travail. Alors il y a un autre sujet, notamment avec autour des applications sur autoroute, sur les balises communicantes avec les GIS et Atlan, qui est mené au département électronique sur l'utilisation de l'IoT pour améliorer en fait les interventions sur autoroute. Donc comment faire en sorte que les balises, quand elles sont quand elles tombent à cause dans les réunions qu'on a eues avec Aegis, c'est dangereux de prendre la rocade, ou en tout cas l'autoroute, parce qu'il y a beaucoup de camions qui dorment, enfin des conducteurs qui ne sont pas forcément très réveillés. Et donc quand il y a des déviations, ils font tomber les balises. Et l'une des difficultés, en tout cas l'un des problèmes des gestionnaires, c'est comment se rendre compte assez rapidement. Et pour cela, on va utiliser des outils qui sont basés sur l'IoT avec un coût qui est très bas. Parce qu'après, ce qu'on a compris, il y a des solutions qui existent, mais qui ont un coût très élevé. Donc ça, c'est avec Aegis et Atlan qui sont d'ailleurs dans la salle. Et puis pour finir, et donc ça fait la transition. Je vous ai parlé beaucoup de techniques, mais on peut se demander, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment travailler avec les autres disciplines. Et donc là, je vais appeler mon collègue Louis Franquenel, qui nous vient de moi, certainement, de l'Université des Pays de l'Adour, et avec lequel on va initier des travaux autour de ces questions.